La commission des affaires économiques a entendu, vous le savez, au cours des 2 derniers mois, les PDG du groupe Michelin, Sanofi France, et poursuit ce matin ces auditions qui portent sur des entreprises essentielles de notre industrie. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir dans ce cadre les représentants dirigeants du groupe Stellantis. Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Jean-Philippe Imparato, qui est directeur de la région Europe, directeur général de la région Europe élargie du groupe Stellantis, accompagné par Madame Marion Béret, directrice de la communication et des affaires publiques France de ce groupe, que nous saluons également. Alors, je pense pouvoir dire au nom d'un certain nombre que nous aurions également été ravis d'accueillir Monsieur Carlos Tavares, qui ne peut pas participer personnellement à cette audition. Bon, sachez en tout cas que c'est extrêmement important pour nous d'avoir les dirigeants des groupes et de grandes entreprises, d'autant plus que, évidemment, toutes ces grandes entreprises bénéficient sous une forme ou une autre de la puissance publique, et donc notre représentation nationale tient évidemment à ce que les dirigeants soient auditionnés. Je poursuis mon propos liminaire et évidemment nous passerons ensuite aux interventions de chacun des groupes parlementaires. Nous souhaitons évoquer avec vous vos choix, les perspectives de votre groupe en France, plus largement les défis très importants que doit relever la filière automobile dans le cadre, nous le savons tous, d'une concurrence internationale particulièrement vive, souvent déloyale d'ailleurs. Le groupe Stellantis est devenu une multinationale majeure au niveau mondial. Il a connu au cours des derniers mois, par ailleurs, une baisse de chiffre d'affaires en Europe, plus encore en Amérique du Nord, et cela suscite, bien entendu, beaucoup d'inquiétudes. Voilà, donc nous vous invitons ce matin à nous expliquer la stratégie industrielle de votre groupe, et notamment avec des ventes prévues et une marge opérationnelle compris entre 5,5 et 7%. Et nous nous interrogeons, voilà, n'est-ce pas potentiellement au prix de l'emploi? Je me suis d'ailleurs rendue, comme d'autres, auprès des salariés de l'usine Emma France à Aulnay-sous-Bois, en bordure de ma circonscription. Évidemment, on s'interroge sur, voilà, dans un contexte par ailleurs de plans de licenciement annoncés par Stellantis ou un certain nombre de ses sous-traitants, des conditions de ces travailleurs en matière à la fois de primes et de reconversion professionnelle. Ça sera certainement une de mes premières interpellations. Dans ce cadre-là, comment le groupe Stellantis peut-il accompagner l'ensemble de ses salariés? Voilà. Nous le savons aussi, la concurrence est rude au niveau mondial, en particulier dans le domaine du véhicule électrique. Et face aux importations d'Asie et de Chine, que préconisez-vous dans les politiques publiques menées? Peut-on poursuivre avec une protection aux frontières européennes bien plus faible, par exemple, que celle des États-Unis? Évidemment, l'élection et les résultats des élections américaines auront aussi des répercussions en la matière, comme vous le savez. Plus globalement, comment la puissance publique peut agir pour protéger et développer la production automobile dans l'Union européenne? Face à cette concurrence venue d'Asie, qui risque fort donc de s'accentuer, quelles sont vos perspectives d'entreprise? Stellantis a fait le choix de délocaliser des composants de sa chaîne de valeur. Je pense par exemple à l'usine de Rennes qui produisait des machines-outils. N'y avait-il pas d'autres choix possibles? Votre partenariat Leapmotor avec une jeune pousse chinoise, par exemple, ne comporte-t-elle pas le risque de perte de souveraineté technologique ou d'ouvrir encore plus d'espace à la concurrence chinoise? Autre problème, l'accès de la France aux matériaux rares, comme par exemple le lithium, nécessaire pour la production de batteries et de véhicules électriques. Que pouvons-nous faire pour renforcer dans ce domaine notre souveraineté industrielle? Quelle est la contribution des entreprises à cet effort? En outre, Stellantis, comme vous le savez, a beaucoup insisté récemment pour que les exigences de décarbonation de la filière française soient maintenues. Pour autant, le gouvernement a décidé de demander à la Commission européenne de ne pas appliquer les sanctions prévues à l'encontre des constructeurs automobiles qui n'auraient pas rempli dès 2025 leurs objectifs de réduction d'émissions de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que cela implique pour le groupe Stellantis au regard des efforts que ce groupe revendique pour réduire les émissions de véhicules qu'il produit? Ça m'amène à une question centrale que je pense nous sommes beaucoup à nous poser. Quel va être l'impact du passage du véhicule thermique au véhicule électrique sur les emplois? Stellantis, donc on l'a dit, prévoit de supprimer plusieurs centaines d'emplois, par exemple à Metz-Borny-Trémery, au nom de la transition vers l'électrique.
D'autres sites sont menacés, je pense à Douvrin dans le Nord. Bon, voilà, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choix possibles pour préserver l'emploi, sachant qu'il y avait quand même des marges et des bénéfices exceptionnels de Stellantis en 2022-2023 ? Et je l'ai dit également tout à l'heure, quels sont les dispositifs que vous prévoyez pour indemniser, reconvertir ces salariés plus largement ? Donc, et quelles sont vos responsabilités en termes à la fois de producteurs directs, mais aussi de donneurs d'ordre vis-à-vis de vos sous-traitants, et nous voyons bien qu'il y a un certain nombre, par exemple, d'équipementiers qui sont en grande difficulté. J'ai aussi cité, par exemple, le cas de MA France en Seine-Saint-Denis. Voilà, je vous remercie, monsieur le directeur général, en tout cas, madame la directrice, d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission et répondre à leurs questions. Je crois que c'est très important pour nous. Comme je l'ai dit comme nous en avons parlé en aparté, je vous laisse maintenant la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs des groupes, chacun pour 3 minutes, si vous le pouvez, maximum. Voilà, et en tout cas, voilà, nous vous laisserons autant que possible la parole à chaque fois et à la fin aussi de ces interventions. Puis nous passerons aux questions, 1 minute de questions par député qui le souhaite, puis 1 minute de réponse de votre part. Encore merci donc d'avoir accepté cette invitation, monsieur le directeur général et madame la directrice.